Le 23 septembre 2009, dans une grotte isolée des Alpes françaises près de Chamonix, deux randonneurs font une découverte qui va bouleverser une enquête vieille de 8 ans. Les corps momifiés de Donatien et Violette Laplace reposent dans cette cavité rocheuse, leurs équipements de spéléologie parfaitement conservés à leur côté. Mais ce qui trouble le plus les enquêteurs, c'est ce carnet de cuir retrouvé dans la poche de Donatien, dont les dernières pages révèlent une vérité si troublante qu'elle remet en question tout ce que l'on croyait savoir sur leur disparition. Comment deux spéléologues expérimentés ont-ils pu disparaître sans laisser la moindre trace pendant 8 longues années? Et surtout, que révèlent ces notes griffonnées à la hâte qui parlent d'or, de guerre et de secrets enfouis depuis des décennies dans les profondeurs des Alpes? Cette histoire va vous montrer que parfois, la vérité est bien plus sombre que tout ce que l'imagination pourrait concevoir. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. L'année 2001 marque un tournant dans la vie de Donatien Laplace, professeur de géologie de 35 ans à l'université de Grenoble. Passionné de spéléologie depuis l'adolescence, il a consacré sa carrière à l'étude des formations rocheuses alpines, particulièrement celles liées au bouleversement géologique de la Seconde Guerre mondiale. Sa femme Violette, âgée de 32 ans, partage cette passion dévorante pour les profondeurs terrestres. Guide de montagne certifié et cartographe spécialisé dans la topographie souterraine, elle a exploré pratiquement chaque grotte répertoriée de la région de Haute-Savoie. Le couple vit dans un chalet modeste à Salanches, une commune située dans la vallée de l'Arve, à une trentaine de kilomètres de Chamonix. Leur maison, nichée au pied du massif du Mont Blanc, témoigne de leur amour pour la montagne. Cartes topographiques tapissent les murs, équipements de spéléologie occupent le garage transformé en atelier, et leur bibliothèque déborde d'ouvrages sur la géologie alpine et l'histoire de la résistance française. Donatien, homme de grande taille, aux cheveux châtains prématurément grisonnants, possède cette rigueur scientifique qui caractérise les géologues chevronnés. Ses étudiants le décrivent comme un professeur exigeant mais passionné, capable de transformer le cours le plus aride en aventure captivante. Sa spécialité porte sur les modifications géologiques causées par les activités humaines durant les conflits armés, un domaine d'étude relativement nouveau qui l'a mené à publier plusieurs articles remarqués dans des revues scientifiques internationales. Violette, femme de caractère aux yeux verts perçants, représente l'une des rares guides de montagne féminines de la région. Sa connaissance intime des sentiers alpins et sa capacité à lire le terrain comme un livre ouvert lui ont valu le respect de ses pairs masculins, dans un milieu traditionnellement dominé par les hommes. Elle dirige également des stages de cartographie souterraine pour l'École nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix, formant la nouvelle génération de spéléologues français. Leur relation, née lors d'une expédition spéléologique dans les grottes de Corranche en 1995, s'est construite autour de cette passion commune pour l'exploration souterraine. Sans enfants par choix, ils consacrent leurs week-ends et vacances à parcourir les massifs alpins, toujours à la recherche de nouvelles cavités à explorer ou d'anciennes grottes à cartographier avec plus de précision. La région de Chamonix, théâtre de leur future disparition, présente un relief particulièrement complexe. Le massif du Mont Blanc, culminant à 4809 mètres, abrite un réseau souterrain d'une richesse exceptionnelle. Les glaciers en mouvement perpétuel créent et modifient constamment de nouvelles cavités, tandis que l'activité sismique régulière de la région révèle parfois des grottes demeurées inaccessibles pendant des siècles. Cette zone géographique porte également les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses caches d'armes et de vivres, creusées par la résistance française, parsèment encore les flancs des montagnes. Certaines n'ont jamais été retrouvées, alimentant légendes et récits de trésors cachés qui circulent dans les cafés de Chamonix depuis des décennies. Marcel Fontaine,
garde forestier de 45 ans en poste depuis 20 ans dans la région, connaît ces histoires par cœur. Ancien militaire, reconverti dans la protection de l'environnement. Il entretient des relations cordiales avec tous les spéléologues locaux, y compris le couple Laplace qu'il a souvent croisé lors de leurs expéditions. L'automne 2001 s'annonce particulièrement clément dans les Alpes. Les températures douces de septembre permettent encore des explorations en altitude, avant que les premières neiges n'interdisent l'accès aux zones les plus élevées. C'est dans ce contexte favorable que Donatien et Violette planifient leur dernière exploration de la saison. Une expédition qui devait durer 3 jours dans un secteur peu fréquenté du massif des Aiguilles Rouges. Le vendredi 21 septembre 2001, vers 6 heures du matin, Donatien et Violette Laplace quittent leur domicile de Salanches au volant de leur Citroën berlingot blanche, immatriculée dans le département de Haute-Savoie. Violette a soigneusement préparé leur itinéraire. Ils doivent explorer une série de grottes situées dans le secteur de l'aiguille du Belvédère, une zone rocheuse peu accessible située à 2200 mètres d'altitude. Leur équipement, méticuleusement vérifié la veille au soir, comprend 2 combinaisons de spéléologie, casques équipés de lampes à acétylène, cordes de rappel de 60 mètres, mousquetons, descendeurs et matériel de cartographie incluant boussole, altimètre et carnets étanches. Violette transporte également son appareil photo argentique, un Nikon FM2 qu'elle utilise pour documenter leurs découvertes souterraines. À 7h45, ils s'arrêtent à la boulangerie de Chamonix pour acheter leurs provisions de pain et quelques pâtisseries. Martine Duclos, la boulangère, les connaît bien et remarque leur bonne humeur habituelle. Ils avaient l'air excités comme des enfants, se souviendra-t-elle plus tard. Violette m'a dit qu'ils allaient explorer des grottes que personne n'avait visitées depuis des années. Leur dernier arrêt documenté a lieu à 8h15 à la station-service Total de Chamonix, où ils font le plein d'essence et achètent des barres énergétiques. Le pompiste Jean-Claude Morel note la présence inhabituelle d'équipements de camping à l'arrière du véhicule, alors que le couple pratique habituellement des explorations d'une journée. Interrogé sur ce détail, Donatien explique qu'ils envisagent de bivouaquer si l'exploration s'avère plus longue que prévu. Vers 9h, ils empruntent la route forestière menant au parking du téléphérique des Grands Montets. Leur véhicule est aperçu pour la dernière fois par André Mercier, un randonneur matinal qui descend du sentier de l'Aiguille du Midi. Il note l'heure précise, 9h20, car il consulte sa montre pour respecter son horaire de retour en vallée. Le plan de route laissé à Marcel Fontaine indique leur intention d'explorer 3 cavités répertoriées par l'Institut géographique national, mais jamais cartographiées en détail. La première, référencée sous le code IGN AL 2207, se situe à 40 minutes de marche du parking. La deuxième et la troisième, plus éloignées, nécessitent respectivement 2 heures et 3 heures de progression en terrain difficile. Selon leurs habitudes bien établies, ils doivent donner de leurs nouvelles par radio VHF toutes les 6 heures en utilisant la fréquence 145.5 MHz réservée aux secours en montagne. Leur première communication, prévue à 15 heures, n'a jamais eu lieu. À 18 heures, Marcel Fontaine, inquiet de ne recevoir aucun signal radio, contacte le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix. Le maréchal des logis chef Philippe Garneau lance immédiatement une procédure de recherche préventive. Une première patrouille de 2 gendarmes secouristes part en reconnaissance vers 20 heures, équipée de matériel de vision nocturne et de radio longue portée. La météo de cette première nuit de recherche reste clémente. Température de 8 degrés, vent faible, visibilité excellente sous une lune presque pleine. Les conditions permettent aux équipes de secours de progresser sans difficulté jusqu'au parking où ils retrouvent effectivement le Citroën berlingot des Laplace, correctement stationné et verrouillé. L'examen du véhicule ne révèle aucun signe de lutte ou de départ précipité. Les sacs de couchage et la tente sont absents, confirmant leur intention de bivouaquer. Une carte topographique oubliée sur le siège passager montre 3 zones entourées au crayon rouge, correspondant exactement aux grottes mentionnées dans leur plan de route.
Le samedi 22 septembre, dès l'aube, le capitaine de gendarmerie Yves Beaumont coordonne une opération de recherche de grande envergure. 48 personnes participent aux recherches. 24 gendarmes du peloton de haute montagne, 12 guides de Chamonix, 8 membres du Secours populaire français et 4 spéléologues volontaires de la région. Les équipes fouillent systématiquement un périmètre de 5 km autour du parking, suivant une grille de recherche établie selon les standards internationaux de secours en montagne. Chaque grotte répertoriée est explorée jusqu'à une profondeur de 100 mètres, limite fixée pour la sécurité des sauveteurs non spécialisés en spéléologie. Vers 14 heures, l'équipe dirigée par le guide Pierre-Antoine Chevalier découvre des traces de passage récents près de l'entrée de la grotte AL2 1207. Empreintes de chaussures de montagne dans la terre humide, mégots de cigarettes gauloises que Donatien avait l'habitude de fumer et marques de cordes sur une saillie rocheuse à l'entrée de la cavité. L'exploration de cette première grotte révèle un réseau complexe s'enfonçant sur plus de 200 mètres dans la montagne. Les spéléologues sauveteurs progressent prudemment, utilisant les techniques de sécurité renforcées imposées par l'urgence de la situation. Ils découvrent plusieurs salles naturelles et un lac souterrain, mais aucune trace du couple disparu. Le dimanche 23 septembre, les recherches s'étendent aux 2 autres grottes prévues dans l'itinéraire des Laplace. La météo se dégrade légèrement avec l'apparition de brouillards matinaux et une chute de température à 4 degrés. Cette dégradation climatique pousse les autorités à élargir l'hypothèse d'un accident d'hypothermie ou de chute. La grotte AL2 1208, la plus éloignée du parking, livre un indice troublant. Un mousqueton portant les initiales DL. Gravés au couteau, retrouvé à l'entrée d'un puits vertical de 15 mètres de profondeur. L'exploration de ce puits ne révèle cependant aucune trace des spéléologues disparus, mais confirme qu'ils ont bien atteint cette grotte conformément à leur plan initial. Pendant une semaine complète, les recherches se poursuivent avec une intensité décroissante. L'hypothèse d'un accident dans une zone non répertoriée prend progressivement le dessus. Les Alpes comptent des milliers de cavités naturelles non explorées, certaines s'ouvrant et se refermant au gré des mouvements glaciaires et sismiques. Le lundi 1er octobre 2001, après 10 jours de recherche intensive mobilisant plus de 100 personnes et 2 hélicoptères, le procureur de la République de Bonneville, maître Jean-François Dubray, ordonne l'arrêt officiel des opérations de secours. Le dossier est transmis au commissariat de Chamonix sous la qualification provisoire de disparition inquiétante en milieu montagnard. Cette conclusion officielle laisse les familles dans un état de détresse profonde, mais correspond malheureusement aux statistiques de la région. Chaque année, plusieurs alpinistes et spéléologues disparaissent définitivement dans le massif du Mont Blanc, leurs corps demeurant à jamais prisonniers des glaces éternelles ou des profondeurs rocheuses inaccessibles. Les années qui suivent la disparition de Donatien et Violette Laplace transforment profondément la communauté de spéléologues de la région de Chamonix. L'Université de Grenoble organise une cérémonie commémorative le 15 octobre 2001, réunissant plus de 200 personnes dans l'amphithéâtre principal du campus scientifique. Les collègues de Donatien évoquent sa passion contagieuse pour la géologie alpine et ses recherches pionnières sur l'impact des conflits armés sur les formations rocheuses. Marguerite Laplace, mère de Donatien, âgée de 68 ans, refuse catégoriquement d'accepter la mort de son fils. Cette ancienne institutrice de Grenoble consacre ses économies de retraite à financer des recherches privées, engageant successivement 3 détectives spécialisés dans les disparitions en montagne. Chacun d'entre eux explore des pistes différentes. Accident dans une crevasse glaciaire, chute dans un gouffre inconnu, même enlèvement par une secte établie dans les Alpes italiennes. Marcel Fontaine, le garde forestier qui entretenait des relations amicales avec le couple, développe une forme de culpabilité obsessionnelle. Il modifie ses rondes habituelles pour passer systématiquement par les zones où Donatien et Violette ont été vus pour la dernière fois. Ses collègues remarquent son changement de comportement. Cet homme autrefois jovial devient taciturne,
scrutant chaque modification du paysage avec une attention maladive. En 2002, la direction de l'École nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix décide de créer le prix Violette Laplace, récompensant chaque année le meilleur mémoire de fin d'études en cartographie souterraine. Cette initiative, portée par Claude Deveau, directeur de l'établissement et ancien collègue de Violette, vise à perpétuer la mémoire de ses contributions exceptionnelles à la spéléologie française. Les habitants de Sallanches gardent un souvenir vivace du couple. Martine Duclos, la boulangère qui les a servis le matin de leur disparition, refuse pendant des mois de retirer la photo de Donatien et Violette affichée dans sa vitrine avec la mention « Nos amis disparus ». Cette image, prise lors du festival de spéléologie de 2000, montre le couple souriant, équipé de leur combinaison orange caractéristique. L'enquête officielle, menée par le commissaire Laurent Mercier du commissariat de Chamonix, suit méthodiquement toutes les pistes signalées par le public. Entre octobre 2001 et juin 2002, 93 témoignages parviennent aux autorités. Randonneurs affirmant avoir aperçu des silhouettes dans des zones reculées, spéléologues signalant des équipements abandonnés, même prétendus contacts télépathiques rapportés par des voyants autoproclamés. Chaque signalement fait l'objet d'une vérification terrain. L'équipe de recherche, réduite à 6 gendarmes spécialisés, parcourt des centaines de kilomètres de sentiers alpins. Ils explorent 27 nouvelles cavités, interrogent 95 témoins potentiels et analysent laborieusement chaque indice matériel. Fragments de tissu orange accrochés aux ronces, débris métalliques pouvant provenir d'équipements de spéléologie, traces de pas fossilisés dans la boue séchée. La théorie dominante, soutenue par les experts en secours de montagne, privilégie l'hypothèse d'un accident dans une zone géologiquement instable. Le docteur Henri Garnier, spécialiste de géologie alpine au CNRS de Grenoble, explique dans son rapport d'expertise que les mouvements sismiques réguliers de la région peuvent provoquer l'effondrement soudain de galeries souterraines, transformant instantanément une grotte accessible en tombe de pierre. En 2003, une découverte relance temporairement l'espoir des familles. Des ouvriers du service départemental de l'équipement, travaillant sur la rénovation d'un pont Néard de Chamonix, trouvent dans les fondations un sac à dos de marque Lafuma, contenant des cartes topographiques et un carnet de notes géologiques. L'analyse graphologique confirme qu'il s'agit bien des écrits de Donatien, mais l'expertise révèle que ce sac était là depuis au moins 10 ans, probablement oublié lors d'une exploration antérieure. Cette fausse piste illustre la difficulté particulière des enquêtes en milieu montagnard. Les spéléologues expérimentés explorent les mêmes zones pendant des années, y laissant involontairement des traces de leurs passages successifs. Distinguer les indices liés à la disparition finale des vestiges d'exploration précédentes représente un défi technique considérable pour les enquêteurs. L'année 2004 marque un tournant psychologique pour les proches des disparus. Le docteur Marie-Claire Arnaud, psychologue spécialisée dans l'accompagnement des familles de disparus, commence un suivi régulier avec Marguerite Laplace. Ces séances révèlent l'émergence d'un syndrome d'attente pathologique. L'impossibilité d'accepter la mort sans preuve tangible génère un état de stress permanent qui affecte la santé mentale et physique de la mère de Donatien. Parallèlement, Marcel Fontaine développe ce que les psychologues appellent un complexe du survivant. Ses nuits sont hantées par des cauchemars récurrents où il voit Donatien et Violette l'appeler à l'aide depuis les profondeurs d'une grotte qu'il ne parvient jamais à localiser. Il commence à consulter tous les rapports météorologiques des jours précédant la disparition, cherchant obsessionnellement un détail climatique qu'il aurait pu communiquer au couple pour éviter la tragédie. En 2005, l'association Famille de disparus en montagne, créée l'année précédente, organise sa première assemblée générale à Annecy. Marguerite Laplace y rencontre d'autres familles confrontées à des situations similaires. Ces témoignages l'aident à comprendre que son cas n'est pas isolé. Le massif du Mont Blanc compte officiellement 43 disparus non retrouvés depuis 1950.
Cette même année voit naître une controverse autour de la gestion des recherches. Un article du Dauphiné libéré, publié le 12 septembre 2005, critique l'abandon prématuré des recherches officielles. L'article, signé par le journaliste investigateur François Matteoli, soulève la question des moyens financiers alloués aux recherches de personnes disparues en montagne, comparant défavorablement la France à la Suisse voisine. Cette polémique pousse les autorités à réexaminer le dossier Laplace. Une nouvelle équipe d'enquête, dirigée par le commandant de gendarmerie Alain Roussel, reprend l'intégralité du dossier pendant l'été 2006. Cette révision systématique ne révèle aucun élément négligé lors de l'enquête initiale, mais permet d'appliquer de nouvelles techniques d'analyse développées entre-temps par la gendarmerie scientifique. Les progrès technologiques offrent de nouveaux espoirs. En 2007, l'utilisation de drones équipés de caméras thermiques permet d'explorer des zones rocheuses, auparavant inaccessibles aux équipes terrestres. Ces appareils, pilotés par des spécialistes de l'IGN, cartographient systématiquement un périmètre de 15 km autour du lieu de disparition, révélant l'existence de 18 cavités naturelles jusqu'alors inconnues. L'exploration de ces nouvelles grottes mobilise une équipe de spéléologues volontaires pendant 6 mois. Chaque cavité fait l'objet d'une cartographie complète et d'une recherche minutieuse d'indices. Cette campagne, la plus importante depuis la disparition initiale, ne révèle malheureusement aucune trace du couple Laplace, mais enrichit considérablement la connaissance spéléologique de la région. L'hiver 2008-2009 s'avère particulièrement rigoureux dans les Alpes françaises. Les chutes de neige atteignent des records historiques. 3,50 m d'accumulation au mois de février à 2000 mètres d'altitude. Cette masse neigeuse exceptionnelle exerce une pression considérable sur les formations rocheuses, déclenchant une série d'avalanches et d'éboulements tout au long de la saison hivernale. Le 23 mars 2009, vers 15h40, un phénomène géologique rare se produit dans le secteur de l'aiguille du Belvédère. La fonte brutale des neiges, accélérée par un redout soudain et des pluies torrentielles, provoque un glissement de terrain de grande ampleur. Plus de 2000 mètres cubes de roches et de terre dévalent le flanc de la montagne sur une distance de 400 mètres. Thomas Blanchard, géologue de l'Institut national de recherche géologique, se trouve dans la région pour une mission de surveillance des risques d'éboulement. Ce spécialiste de 38 ans, habitué aux phénomènes alpins, est frappé par l'ampleur exceptionnelle de ce glissement. Son rapport technique mentionne que la masse rocheuse déplacée a mis à jour des formations géologiques demeurées invisibles depuis probablement plusieurs siècles. Le lendemain matin, Marcel Fontaine effectue sa ronde habituelle dans le secteur. 8 ans après la disparition du couple Laplace, il continue de scruter méthodiquement chaque modification du paysage. L'éboulement de la veille attire immédiatement son attention, non seulement par son ampleur, mais parce qu'il a découvert une ouverture rocheuse dans la zone de déblaiement. Cette cavité, large d'environ 2 mètres sur 1,50 m, apparaît comme une bouche noire béante dans la paroi rocheuse fraîchement exposée. Marcel connaît parfaitement ce secteur pour l'avoir parcouru des centaines de fois depuis 2001. Mais cette grotte était complètement invisible avant l'éboulement. La configuration géologique suggère qu'elle était scellée par une couche de roches et de sédiments accumulés au fil des décennies. Respectant les procédures de sécurité, Marcel Fontaine ne s'aventure pas immédiatement dans cette ouverture. Il photographie la découverte avec son appareil numérique personnel, relève les coordonnées GPS exactes et contacte par radio le poste de gendarmerie de Chamonix pour signaler cette anomalie géologique dans une zone historiquement liée à une disparition non élucidée. Le lieutenant de gendarmerie Patricia Renaud se déplace sur les lieux le jour même, accompagné du brigadier-chef Stéphane Morvan, spécialiste des interventions en milieu souterrain. Leur première reconnaissance, effectuée avec des lampes torches puissantes et des équipements de sécurité basiques, révèle que la grotte s'enfonce horizontalement sur une quinzaine de mètres avant de se diviser en plusieurs galeries.
L'air à l'intérieur de la cavité présente une odeur particulière que les gendarmes ne parviennent pas à identifier immédiatement. Cette odeur, décrite comme douceâtre et poussiéreuse, diffère nettement des senteurs habituelles des grottes alpines, généralement caractérisées par l'humidité minérale et la fraîcheur rocheuse. Le 26 mars 2009, une équipe spécialisée de 4 spéléologues sauveteurs de la gendarmerie procède à l'exploration complète de la cavité nouvellement découverte. Cette équipe, dirigée par l'adjudant-chef Claude Meunier, utilise des équipements de pointe, éclairage autonome longue durée, détecteurs de gaz, matériel de cartographie numérique et équipements de protection respiratoire. La progression dans la grotte révèle rapidement une configuration inhabituelle. Contrairement aux cavités naturelles typiques de la région, formées par l'érosion glaciaire et hydrique, cette grotte présente des caractéristiques suggérant une origine partiellement artificielle. Certaines sections montrent des traces de creusement manuel, avec des marques d'outils encore visibles sur les parois rocheuses. Vers 11h30, l'équipe d'exploration fait une découverte qui va bouleverser l'enquête vieille de 8 ans. Dans une salle naturelle située à environ 40 mètres de l'entrée, les lampes des spéléologues éclairent 2 silhouettes humaines recroquevillées contre la paroi rocheuse. Les corps, remarquablement conservés par les conditions climatiques particulières de la grotte, portent encore leurs équipements de spéléologie orange caractéristiques. L'adjudant-chef Meunier, homme expérimenté ayant participé à de nombreuses opérations de récupération de corps en montagne, est frappé par l'état de conservation exceptionnel des dépouilles. La température constante de la grotte, oscillant autour de 6 degrés, combinée à un taux d'humidité faible et à l'absence totale de circulation d'air, a créé des conditions de momification naturelle rarissimes dans l'environnement alpin. L'identification formelle doit attendre l'intervention de la police scientifique, mais plusieurs éléments permettent déjà de supposer qu'il s'agit bien de Donatien et Violette Laplace. Les équipements retrouvés sur place correspondent exactement aux descriptions fournies lors de l'enquête initiale. Une combinaison de spéléologie de marque Petzl, casques équipés de lampes à acétylène modèle Arva, corde de rappel de 60 mètres de marque Béal. Plus troublant encore, les corps ne présentent aucune trace visible de traumatisme majeur, aucune blessure évidente, aucun signe de chute ou de lutte. Cette constatation préliminaire soulève immédiatement des questions sur les causes du décès, d'autant que leur position suggère qu'ils étaient encore conscients au moment de leur mort, s'étant blottis l'un contre l'autre dans un geste de protection mutuelle. L'adjudant-chef Meunier ordonne immédiatement l'arrêt de l'exploration et le bouclage hermétique de la grotte. Selon le protocole standard de la gendarmerie française pour les découvertes de corps en milieu naturel, aucun élément ne doit être déplacé avant l'intervention complète de l'identité judiciaire. Les 4 spéléologues sauveteurs ressortent de la cavité en marquant soigneusement leur itinéraire pour éviter toute contamination de la scène. Le commissaire Laurent Mercier, qui avait dirigé l'enquête initiale en 2001, est immédiatement prévenu de la découverte. Maintenant âgé de 54 ans et proche de la retraite, cet officier expérimenté ressent un mélange de soulagement et d'appréhension. Soulagement de voir enfin résolu cette disparition qui l'a hanté pendant 8 années. Appréhension face aux questions que va soulever cette découverte tardive. Le lendemain matin, le 27 mars 2009, une équipe pluridisciplinaire se déploie sur le site. Le docteur Émilie Garnier, médecin légiste du CHU de Grenoble, dirige les opérations médico-légales. Cette spécialiste de 42 ans, réputée pour son expertise en thanatologie en milieu extrême, a déjà participé à plusieurs missions de récupération de corps en haute montagne. L'équipe comprend également François Dubois, photographe de la police scientifique, Sylvain Morand, technicien en identification criminelle, et le capitaine de gendarmerie Jacques Beaumont, coordinateur de l'enquête judiciaire. Leur matériel spécialisé inclut un générateur portable pour alimenter l'éclairage de scènes de crime, des appareils photonumériques haute résolution et un équipement complet de prélèvement d'indices.
Les premières constatations du docteur Garnier confirment l'identification formelle grâce aux effets personnels retrouvés sur les corps. La montre Seiko de Donatien, gravée de ses initiales, s'est arrêtée le 23 septembre 2001 à 16h42. Cette indication temporelle, corroborée par l'état de décomposition des corps, confirme que le décès est survenu très peu de temps après leur disparition signalée. L'examen préliminaire révèle que Violette tenait fermement dans sa main droite un carnet de cuir noir, du type utilisé habituellement par les spéléologues pour leurs relevés topographiques. Ce carnet, protégé de l'humidité par sa position contre le corps de Violette, contient des notes manuscrites qui vont bouleverser complètement l'enquête. Les dernières pages, rédigées d'une écriture précipitée mais encore lisible, évoquent une découverte extraordinaire et terrifiante dans les profondeurs de la grotte. Le contenu exact de ce carnet ne peut être révélé immédiatement, car son état nécessite des techniques de conservation spécialisées avant toute manipulation. Le document est confié au laboratoire de police scientifique de Lyon, où des experts en restauration de documents anciens procéderont à sa numérisation page par page, en utilisant des techniques photographiques non invasives. Parallèlement, l'exploration méthodique de la grotte révèle des éléments inquiétants. La configuration de la cavité, initialement attribuée à une formation géologique naturelle, modifiée par des travaux humains anciens, présente en réalité des caractéristiques beaucoup plus troublantes. Plusieurs galeries secondaires montrent des traces de creusement récents, datant approximativement des années 1940. Marcel Fontaine, présent sur les lieux en qualité de témoin de la découverte, reconnaît dans ces aménagements souterrains les caractéristiques typiques des caches d'armes créées par la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa formation militaire antérieure lui permet d'identifier les techniques de camouflage et de protection utilisées par les maquisards pour dissimuler leurs dépôts d'équipement. Cette hypothèse prend une dimension particulièrement troublante quand l'équipe d'exploration découvre, dans une galerie latérale située à 60 mètres de l'entrée, les vestiges d'un campement temporaire manifestement récent. Des conserves de nourriture portant des dates de péremption de 1998 et 1999, des couvertures militaires et surtout 3 sacs de couchage encore dépliés, comme si leurs occupants avaient quitté les lieux précipitamment. L'analyse de ces éléments par les techniciens de l'identité judiciaire révèle la présence d'au moins 4 personnes différentes dans cette cache temporaire. Les empreintes digitales relevées sur les conserves et divers objets métalliques permettent d'identifier 2 individus déjà connus des services de police. Henri Delacroix, 68 ans, ancien légionnaire reconverti dans le commerce d'antiquités militaires, et son fils Bernard Delacroix, 43 ans, sans profession déclarée, mais soupçonné de trafic d'objets historiques. Cette découverte transforme radicalement la nature de l'enquête. Ce qui semblait être un accident de spéléologie devient potentiellement une affaire criminelle, impliquant des activités illégales dans une zone protégée des Alpes françaises. Le procureur de la République de Bonneville, maître Catherine Durand, ordonne l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire en relation avec une activité criminelle organisée. Le juge d'instruction désigné, maître Philippe Lacoste, homme méticuleux de 50 ans, spécialisé dans les affaires de criminalité organisée, prend immédiatement des réquisitions pour perquisitionner les domiciles et locaux commerciaux des frères Delacroix. Ces perquisitions, menées simultanément le 30 mars 2009 par la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble, révèlent un véritable trésor d'objets militaires allemands datant de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'entrepôt de Henri Delacroix, situé dans la zone industrielle d'Annemasse, les enquêteurs découvrent plus de 200 pièces d'équipement militaire authentique, un casque, uniforme, armes démilitarisées, décorations et surtout plusieurs lingots d'or portant les aigles du Troisième Reich. L'expertise numismatique confirmera que ces lingots, d'un poids total de 43 kg,
correspondent exactement aux réserves d'or que l'armée allemande avait constituées dans les Alpes, en prévision d'un repli stratégique vers l'Italie. L'interrogatoire de Henri Delacroix révèle l'existence d'un réseau de chasseurs de trésors opérant depuis les années 1970 dans les massifs alpins français et italiens. Ce réseau, informel mais efficace, regroupe d'anciens militaires, des collectionneurs d'objets historiques et des guides de montagne ayant développé une connaissance approfondie des caches d'armes et de vivres abandonnés par les différentes armées pendant la guerre. Bernard Delacroix, plus réticent que son père, finit par avouer que leur groupe avait localisé la grotte des Laplace en 1998, après 3 années de recherche basées sur les témoignages d'anciens résistants et l'analyse de documents d'archives allemandes récupérés en Autriche. Cette grotte contenait effectivement un dépôt d'or nazi, mais aussi des documents compromettants sur la collaboration de certaines personnalités locales pendant l'occupation. Les révélations de Bernard Delacroix permettent de reconstituer les événements tragiques du 23 septembre 2001. Ce jour-là, Donatien et Violette Laplace avaient effectivement exploré les grottes prévues dans leur itinéraire, mais leur curiosité naturelle de spéléologue les avait menés à découvrir l'entrée de la cache secrète, dissimulée derrière un éboulis artificiel vieux de 60 ans. La présence du couple dans cette grotte au moment où les frères Delacroix et leurs complices procédaient au transfert du trésor nazi avait créé une situation dramatique. Témoins involontaires d'activités illégales, Donatien et Violette représentaient une menace directe pour un trafic qui rapportait plusieurs centaines de milliers d'euros par an au réseau de chasseurs de trésors. L'interrogatoire révèle que Henri Delacroix avait tenté de négocier avec le couple, leur proposant une part des bénéfices en échange de leur silence. Mais Donatien, fidèle à son éthique de chercheur, avait catégoriquement refusé de participer à ce pillage d'objets historiques. Pire encore, il avait menacé de signaler immédiatement la découverte aux autorités compétentes, conformément à la législation française sur les trésors archéologiques. Cette intransigeance avait scellé le sort du couple. Les 4 membres du réseau présents ce jour-là, les frères Delacroix, accompagnés de 2 complices italiens, avaient pris la décision d'éliminer les témoins gênants. Mais au lieu d'un meurtre direct, ils avaient choisi une méthode plus subtile. Enfermer Donatien et Violette dans la grotte en scellant hermétiquement l'entrée avec des explosifs, créant l'illusion parfaite d'un éboulement naturel. Cette reconstitution des faits explique parfaitement pourquoi les recherches intensives de 2001 n'avaient révélé aucune trace du couple disparu. La grotte était redevenue invisible, camouflée par un éboulis artificiel indétectable sans équipement géologique spécialisé. Donatien et Violette avaient survécu plusieurs jours dans leur prison souterraine, comme en témoignent les dernières pages de leur carnet, avant de succomber à l'asphyxie progressive et au froid. Le 4 avril 2009, dans le bureau du juge d'instruction Philippe Lacoste à Bonneville, Henri Delacroix accepte finalement de révéler tous les détails de ce qu'il qualifie lui-même de tragique malentendu. Cet homme de 68 ans, rongé par 8 années de culpabilité refoulée, s'effondre littéralement sous le poids de ses secrets. Son récit, enregistré intégralement par les services de police, reconstitue avec une précision glaçante les dernières heures de Donatien et Violette Laplace. Le 23 septembre 2001, vers 14 heures, les 4 membres du réseau procédaient au transfert habituel d'objets précieux stockés dans la cache souterraine. Cette opération, planifiée depuis plusieurs semaines, devait permettre d'évacuer les derniers lingots d'or avant l'hiver qui rendrait la zone inaccessible. L'arrivée impromptue du couple de spéléologues avait créé une situation de panique totale. Bernard Delacroix, posté en sentinelle à l'entrée de la grotte, avait donné l'alerte en voyant Donatien et Violette progresser vers la cavité avec leur matériel d'exploration. Les 4 hommes s'étaient alors cachés dans les galeries les plus profondes, espérant que les visiteurs se contenteraient d'une exploration superficielle. Mais la curiosité professionnelle des Laplace avait scellé leur destin. Violette, intriguée par les aménagements artificiels visibles dans certaines sections de la grotte, avait insisté pour pousser l'exploration jusqu'aux galeries secondaires.
C'est là qu'ils avaient découvert la cache d'armes, et surtout les 4 intrus en pleine activité de pillage. La confrontation, selon Henri Delacroix, s'était déroulée dans un climat de tension extrême, mais sans violence physique immédiate. Donatien, reconnaissant immédiatement la valeur historique des objets entreposés, avait d'abord manifesté un intérêt scientifique légitime. Il avait photographié plusieurs pièces avec l'appareil de Violette, prenant des notes détaillées sur la configuration de la cache et son contenu apparent. C'est quand Henri Delacroix avait tenté d'expliquer la légitimité de leurs activités que la situation s'était envenimée. Selon sa version, le réseau ne se contentait pas de piller aveuglément les trésors abandonnés, mais contribuait à préserver des témoignages historiques qui autrement seraient perdus à jamais. Il avait même proposé au couple de rejoindre leur groupe, mettant en avant leurs compétences complémentaires en spéléologie et géologie, mais Donatien avait catégoriquement refusé cette proposition. Pire encore, il avait clairement exprimé son intention de signaler immédiatement la découverte au service régional de l'archéologie, conformément à ses obligations d'universitaire. Cette déclaration avait provoqué la fureur de Giuseppe Torriani, l'un des complices italiens, homme violent aux antécédents judiciaires lourds. La discussion s'était alors transformée en altercation verbale, puis en menace directe. Giuseppe Torriani, soutenu par son compatriote Marco Benedetti, avait proposé d'éliminer purement et simplement les 2 témoins. Cette solution radicale avait d'abord été rejetée par Henri Delacroix, mais l'obstination de Donatien l'avait progressivement convaincu qu'aucun compromis n'était possible. C'est Bernard Delacroix qui avait suggéré la méthode finalement retenue, utiliser des explosifs pour provoquer un éboulement naturel qui ensevelirait le couple sans laisser de traces suspectes. Cette technique, maîtrisée par Giuseppe Torriani grâce à son expérience dans les travaux de terrassement, permettait de créer l'illusion parfaite d'un accident géologique. Les 4 hommes possédaient déjà sur place les explosifs nécessaires, utilisés habituellement pour dégager l'accès à certaines caches particulièrement bien dissimulées. En moins d'1 heure, ils avaient préparé les charges qui allaient sceller définitivement l'entrée de la grotte, transformant celle-ci en tombeau pour Donatien et Violette. Le témoignage de Henri Delacroix révèle que le couple n'a pas été tué immédiatement. Les explosifs ont été placés de manière à créer un éboulement partiel, bloquant hermétiquement l'entrée sans endommager l'intérieur de la cavité. Donatien et Violette se sont retrouvés prisonniers dans un espace clos, avec leurs équipements mais sans possibilité de sortie. Cette méthode, particulièrement cruelle, condamnait le couple à une agonie lente par manque d'oxygène et hypothermie. Henri Delacroix admet que cette décision le hante depuis 8 ans, d'autant que les dernières paroles de Violette, hurlées depuis l'intérieur de la grotte pendant les travaux d'éboulement, continuent de résonner dans sa mémoire. « Nous avons une petite fille qui nous attend. Vous ne pouvez pas faire ça !» Cette révélation bouleverse l'enquête, car aucun enfant n'était mentionné dans le dossier initial. Les investigations complémentaires révèlent que Violette était enceinte de 6 semaines au moment de sa mort, information qu'elle n'avait encore partagée qu'avec son mari le matin même de leur expédition fatale. Cette grossesse précoce explique pourquoi les premières autopsies n'avaient pas détecté cette condition. Le carnet de Violette, enfin restauré et analysé par les experts de Lyon, confirme l'intégralité du témoignage de Henri Delacroix. Les dernières pages, rédigées dans l'obscurité croissante de leur prison souterraine, décrivent leur découverte de la cache, la confrontation avec les pilleurs, puis leur tentative désespérée pour s'échapper de la grotte scellée. L'écriture de Violette devient progressivement moins assurée au fil des heures, témoignant de l'affaiblissement causé par le manque d'oxygène et le froid. Ces dernières notes, datées du 25 septembre, évoquent leur acceptation progressive de leur sort et leur message d'adieu pour leur famille. La dernière phrase lisible, tracée d'une main tremblante, dit simplement « Nous nous endormons ensemble. Pardon pour tout ce gâchis ». Ces révélations permettent également d'expliquer pourquoi l'éboulement naturel de mars 2009 a révélé l'entrée de la grotte. L'explosion contrôlée de 2001
avaient créé un équilibre précaire dans la structure rocheuse. Les cycles répétés de gel et dégel, combinés à la pression exceptionnelle des neiges de l'hiver 2008-2009, avaient progressivement déstabilisé cet éboulis artificiel jusqu'à son effondrement final. Le procès de Henri Delacroix, Bernard Delacroix, Giuseppe Torriani et Marco Benedetti s'ouvre le 15 septembre 2010 devant la cour d'assises de Haute-Savoie à Annecy. Cette affaire, largement médiatisée, attire l'attention de toute la France sur le phénomène méconnu du pillage de trésors historiques dans les zones montagneuses. Maître François Bélanger, avocat de la partie civile représentant la famille Laplace, développe un réquisitoire accablant contre ce qu'il qualifie de meurtre prémédité, aggravé par la cupidité et le mépris de la vie humaine. Il souligne que les accusés ont délibérément choisi une méthode de mise à mort particulièrement cruelle, condamnant leurs victimes à une agonie de plusieurs jours dans l'isolement et la terreur. Henri Delacroix, principal accusé, manifeste des signes évidents de remords sincères tout au long du procès. Ses avocats plaident les circonstances atténuantes, mettant en avant son âge avancé, l'absence d'antécédents judiciaires et surtout sa coopération totale avec la justice depuis ses aveux complets. Ils soulignent également que l'intention initiale n'était pas de tuer mais de préserver un secret commercial vital pour la survie économique du réseau. Bernard Delacroix adopte une stratégie de défense différente, contestant partiellement sa responsabilité dans la prise de décision finale. Ses avocats argumentent qu'il n'était qu'un exécutant sous l'influence de son père et surtout des complices italiens, présentés comme les véritables instigateurs de la violence. Giuseppe Torriani et Marco Benedetti, jugés par contumace, car en fuite depuis leur mise en examen, sont représentés par des avocats commis d'office. Leurs défenseurs se contentent de minimiser leur rôle dans l'affaire, sans pouvoir contrer efficacement les témoignages accablants de leurs complices français. Le procès révèle l'ampleur insoupçonnée du trafic d'objets historiques dans les Alpes franco-italiennes. L'expertise comptable des biens saisis estime la valeur totale des objets écoulés par le réseau entre 1978 et 2000, à plus de 3 millions d'euros. Cette somme considérable provenait principalement de la vente discrète de lingots d'or nazis à des collectionneurs privés européens et américains. L'instruction révèle également que plusieurs découvertes archéologiques officielles dans la région avaient été orientées par les informations du réseau, qui signalaient anonymement certaines caches moins rentables pour détourner l'attention des autorités de leurs sites les plus lucratifs. Cette manipulation systématique avait permis au groupe de opérer pendant plus de 20 ans sans éveiller les soupçons. Le témoignage de Marguerite Laplace, mère de Donatien, constitue l'un des moments les plus émouvants du procès. Cette femme de 76 ans, vieillie prématurément par 8 années d'incertitude et de douleur, s'adresse directement aux accusés. « Vous m'avez volé 8 années d'espoir, 8 années où j'ai espéré que mon fils reviendrait, où j'ai refusé de porter le deuil. Vous avez transformé ma mort lente en torture quotidienne. » Marcel Fontaine témoigne également, décrivant l'impact psychologique de cette affaire sur sa propre vie. Il révèle qu'il a développé un syndrome dépressif sévère, nécessitant un suivi psychiatrique depuis 2002, hanté par la certitude irrationnelle qu'il aurait pu empêcher le drame s'il avait été plus vigilant lors de ses rondes. Le verdict, rendu le 28 septembre 2010 après 4 jours de délibération, condamne Henri Delacroix à 15 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire en bande organisée. Bernard Delacroix écope de 12 ans de prison pour complicité d'homicide volontaire. Giuseppe Torriani et Marco Benedetti, jugés par contumace, sont condamnés respectivement à 18 et 16 ans de réclusion criminelle. Au-delà des condamnations pénales, ce procès entraîne des modifications importantes de la législation française sur la protection du patrimoine historique en zone montagneuse. La loi Laplace, adoptée le 15 mars 2011, renforce considérablement les sanctions contre le pillage d'objets archéologiques et crée un corps spécialisé de garde-patrimoine dans les zones sensibles des Alpes et des Pyrénées. Le 23 septembre 2011,
Exactement 10 ans après leur disparition, Donatien et Violette Laplace sont inhumés au cimetière de Salanches lors d'une cérémonie réunissant plus de 400 personnes. L'Université de Grenoble inaugure le même jour l'Institut Donatien et Violette Laplace, centre de recherche spécialisé dans l'archéologie de guerre et la géologie historique. Marcel Fontaine, désormais âgé de 55 ans, prend une retraite anticipée pour raisons médicales. Il consacre ses dernières années à la rédaction d'un ouvrage sur l'histoire des caches d'armes dans les Alpes, travail qu'il considère comme un hommage posthume au couple dont il n'a jamais pu sauver la vie malgré sa vigilance constante. La grotte où ont été découverts les corps de Donatien et Violette est définitivement fermée et transformée en mémorial. Une plaque de bronze, fixée sur le rocher à l'emplacement de l'ancienne entrée, porte cette inscription. À la mémoire de Donatien et Violette Laplace, spéléologues passionnés, morts pour avoir refusé de trahir leurs convictions. Que leur sacrifice rappelle que certaines valeurs valent plus que la vie elle-même. L'affaire Laplace transforme également la perception du grand public sur les activités de loisirs en montagne. Les associations de spéléologie françaises mettent en place des protocoles de sécurité renforcés, incluant notamment l'obligation de signaler toute découverte d'objets anciens aux autorités compétentes et la formation systématique des pratiquants aux risques liés aux activités criminelles en milieu montagnard. Giuseppe Torriani et Marco Benedetti ne seront jamais retrouvés malgré un mandat d'arrêt européen toujours actif. Les services de police italiens supposent qu'ils ont probablement quitté l'Europe, vraisemblablement vers l'Amérique du Sud, où ils possédaient des contacts dans le milieu du trafic d'antiquités. Leur fuite prive la justice française d'une partie de la vérité, mais n'entache pas la solidité du dossier établi grâce aux aveux complets des frères Delacroix. Cette histoire tragique illustre comment la cupidité humaine peut transformer une passion légitime pour l'histoire en entreprise criminelle meurtrière. Elle révèle également la vulnérabilité des amateurs de sport de montagne face à des activités illégales dont ils ignorent totalement l'existence dans des zones qu'ils croient parfaitement connues. Aujourd'hui, plus de 10 ans après la découverte des corps, l'affaire Laplace continue d'alimenter les discussions dans les milieux de la spéléologie française. Elle rappelle que la montagne, malgré sa beauté et sa majesté apparente, peut dissimuler des secrets sombres et des dangers insoupçonnés, bien au-delà des risques naturels traditionnellement associés à ces environnements extrêmes. Cette affaire nous montre comment l'appât du gain peut transformer des passionnés d'histoire en criminels impitoyables, et comment l'intégrité morale peut coûter la vie à ceux qui refusent de transiger avec leurs principes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? Avez-vous perçu les indices qui pointaient vers une activité criminelle organisée? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce type d'enquête approfondie vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a bouleversé et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères résolus de notre époque.